Merci. Il y a encore 12 ans, quand on me parlait du FA, je reculais de 3 pas. Et il a fallu le livre dont Dieudonné nous a parlé, publié chez Ruisseau d'Afrique, le Code de vie du primitif, qui est un titre ironique en fait. Primitif parce que c'était une manière de faire un pied de nez aux Occidentaux qui nous ont traités de primitifs, et de leur démontrer que nous avons un savoir qui illumine l'humanité tout entière. Donc, le code de vie de ceux que vous traitez de primitifs va vous sauver demain. Et nous sommes en chemin. Donc, c'est à travers ce livre qui est écrit en 4 tomes que je vous recommande, que j'ai ouvert les yeux sur notre héritage spirituel. Et à partir de ce moment-là, j'ai d'abord été habité par un sentiment de révolte. Je me suis dit, mais on s'est moqué de nous. Littéralement, j'ai pensé, mais on s'est foutu de notre gueule. Et j'avais envie de cogner. Un homme de 53 ans qui se met à faire la bagarre, c'était pas très sérieux. Je me suis dit, comment positiver ma révolte? Et depuis, je me suis investi pour approfondir mes connaissances et pouvoir les partager le plus clairement et le plus simplement possible pour réconcilier ma communauté nationale et notre peuple dispersé par les vicissitudes de l'histoire avec cet héritage que je trouve lumineux. Je reconnais parmi vous certains qui étaient là en octobre et qui m'ont déjà entendu, donc je disais à monsieur tout à l'heure que je lui céderais ma place, qu'il est armé pour faire la conférence et pour le taquiner. Donc, c'est de ce savoir-là, dont je me suis passionné depuis 11 ans maintenant, que je vais vous parler. Et je vais vous en parler en 3 chapitres. J'ai intitulé ma communication « IFA, cryptographie hexadécimale d'un fabuleux savoir ancestral ». Là, c'est le petit poète qui se manifeste déjà. Je m'amuse à faire de la rime, c'est une seconde nature chez moi. Donc, dans un premier temps, nous allons parler de la base binaire de la science en 3 dimensions, qui est IFA ou le Fa, ou même AFAN, chez les Gaévés. Dans un deuxième chapitre, nous allons naviguer à travers la sagesse existentielle et universelle d'IFA. Et moi, c'est la dimension qui m'intéresse le plus, la dimension éthique, philosophique et éducative de ce héritage. Et enfin, dans une 3e partie, pour introduire notre échange, je vais vous proposer une conclusion en 2 ou 3 poèmes que vous découvrirez à la fin. Donc voilà un peu comment va se structurer ma présentation. Donc nous allons aborder le premier chapitre, la base binaire d'une science en 3 dimensions. Diapositive suivante. Là, on fait un petit voyage en Corée pour vous montrer que cette science, qui est fondée sur une logique binaire, existe aussi en Asie. Vous connaissez tous le drapeau de la Corée du Sud. Et vous voyez, aux 4 coins, ce sont des trigrammes, des combinaisons de 2 et 1 trait. Et là, ce sont une logique binaire présentée par élément, par triplet en quelque sorte, 2 puissance 3, ça donne 8 trigrammes. Donc le Yiking asiatique est fondé sur 8 trigrammes, dont les 4 principaux figurent sur le drapeau de la Corée. Et au milieu, vous avez un cercle, et ce n'est pas un diamètre qui le sépare, mais c'est une courbe qui symbolise la dualité de notre condition humaine, de la création, de l'existence. Donc, les Coréens exhibent fièrement sur leur drapeau national leur phare. Mais regardez les drapeaux des pays francophones d'Afrique. Aucun n'exhibe sa culture. À la soi-disant indépendance, on nous a donné le même modèle. Vous m'entendez mieux là? Oui, peut-être. Ça va soulager mon voix. Vous m'entendez bien? Oui. Alors, eux exhibent leur culture, un élément cardinal de leur culture, mais nous, à l'indépendance, en 1960, on est passés tous dans le même moule. 3 couleurs pour faire le drapeau national, 3 mots pour faire la devise nationale, à l'image de la France,
liberté, égalité, fraternité. Ici au Bénin, c'est fraternité, justice, travail. Bref, on a suivi le modèle colonial. Donc, on se prétend indépendant. Moi, je considère qu'on n'a pas encore commencé à se décoloniser mentalement. Bref, cette petite excursion en Corée pour nous ramener maintenant dans les quadrigrammes du FA, diapositive suivante. Alors, pour vous expliquer, pas pour définir, pour vous expliquer, vous décrire ce qu'est le FA, considérez le KORI qui est symbolisé au milieu. Le KORI est l'unité d'information présentant deux valeurs distinctes qui est à la base du système IFA, FA ou AFAN, et qui lui confère son caractère rigoureusement binaire. Si je prends un KORI que je le jette par terre, il ne tombera jamais sur la tranche. C'est comme une pièce de monnaie. Elle ne reste jamais sur la tranche, c'est pile ou face. Le KORI présente ou la face concave, comme le creux de ma main, ou la face convexe de l'autre côté. Donc, le KORI ouvert est conventionnellement symbolisé par un trait. Et le KORI recouvert est symbolisé par deux traits. Si vous avez compris ça, vous avez déjà la première clé pour comprendre le système IFA. Maintenant, ces deux valeurs, si on les combine, si on les prend pour représenter par série verticale de 4, les 4 éléments de la nature que toutes les civilisations humaines reconnaissent, à savoir la terre, l'eau, l'air et le feu. Si vous allez en Amérique du Sud ou du Nord, en Europe, en Asie, en Afrique ou en Australie, tout le monde reconnaît que la création dans laquelle nous vivons est basée sur ces 4 éléments fondamentaux. Deux valeurs pour symboliser 4 éléments, 2 puissance 4 égale 16. Vous avez 16 quadrigrammes possibles. Diapositive suivante. Et voilà un tableau qui m'aidera à vous montrer comment est structuré l'alphabet pictographique binaire du système IFA. Imaginez que nous avons là 16 immeubles. Donc je les ai numérotés de la gauche vers la droite. 1 au 16. Et ce sont des immeubles de 3 étages, rez-de-chaussée, premier, deuxième et troisième étage. À chaque étage, il y a un appartement. Et dans chaque appartement, on peut loger 2 types de locataires. Ou un célibataire ou un couple. Les 2 options de base. KORI ouvert 1, et le couvert 2. Mais oublions le KORI et retenons comme symbole le célibataire ou le couple. À l'extrême gauche, on loge 4 célibataires. Et en allant vers le centre, que j'ai symbolisé par une double flèche, on va introduire d'abord un couple, puis 2 couples. Combien de combinaisons avons-nous de 1 couple et 3 célibataires? On en a 4 possibles. C'est que le couple soit au rez-de-chaussée, ensuite au premier, au deuxième et au troisième. Et quand on a atteint le sommet, on a épuisé les 4 combinaisons de 1 couple et 3 célibataires. Vous avez vu, j'ai commencé symboliquement du bas pour aller vers le haut. Ayant épuisé ces 4 combinaisons, je redescends et j'introduis cette fois-ci 2 couples. Rez-de-chaussée premier, rez-de-chaussée deuxième, rez-de-chaussée troisième, et j'ai épuisé mes 8 premières combinaisons. Puisque nous sommes dans un système binaire qui utilise 2 signes, 1 et 2, je vais à l'extrême droite, et à l'extrême droite, je loge 4 couples, et je vais introduire en allant vers le centre 1, puis 2 célibataires. Donc 4 couples. Et à l'immeuble 15, j'introduis un célibataire au rez-de-chaussée. À l'immeuble 14, je le mets au premier. À l'immeuble 13, au deuxième. À l'immeuble 12, au troisième étage. Et j'ai épuisé les 4 combinaisons de 1 couple et 3 célibataires. J'étais parti du bas vers le haut, je redescends et j'introduis 2 célibataires. Rez-de-chaussée premier, rez-de-chaussée deuxième, rez-de-chaussée troisième. Et voilà les 16 combinaisons possibles et imaginables quand on combine 1 et 2 par série verticale de 4. 2 puissance 4 égale 16, c'est rigoureusement mathématique. Là, nous sommes dans la dimension mathématique du FA. Et donc, ces 16 combinaisons, dans le Yiking, c'est 2 puissance 3, 8. Ici, nous sommes à 16. D'où le titre, pictographie hexadécimale. Hexadécimale, c'est 10 plus 6. Donc, un alphabet hexadécimal. Maintenant, nous allons voir comment sont nommées
ces pictogrammes ou ces quadrigrammes dans la tradition du chant. Diapositive suivante. Et là, les voilà avec leur nom. Alors, vous voyez, il n'y en a que 16. Nous tous ici présents, nous nous exprimons en français, nous sommes allés à l'école, nous avons appris à lire et écrire le français, et nous connaissons la base de la langue française qui est l'alphabet qui comporte 26 lettres. Un cerveau qui a mémorisé 26 lettres peut mémoriser 16 lettres. Et il lui restera combien de cases de vide? 26 moins 16? 10. Donc, je vais vous faire une petite démonstration juste pour vous montrer que aucun d'entre nous ne sait en combien de temps il a appris ABCD jusqu'à Z. Mais aujourd'hui, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, si je vous réveille à 3 heures du matin, vous allez réciter l'alphabet français sans vous tromper. Eh bien, moi, je me suis un peu entraîné par passion pour ce patrimoine. Et aujourd'hui, je suis fier de réciter l'alphabet français, mais je récite aussi l'alphabet de mes ancêtres. Et regardez si je me trompe. Si je me trompe, madame, je vous demanderai de me donner une fesse. Oui. Yakou, Woli, Di, Loso, Mouin, Abla, Aklan, Gouda, Sa, Ka, Troupen, Lete, Tula, Tchep, Fou. Me suis-je trompé? Non. Ah, il fallait me contrôler? Non, vous n'êtes pas trompé. Non. Bon, alors, au lieu d'une fessée, je vais demander une bise. Voilà. Ah, c'est pour ça que tu t'es assise là. Je ne suis pas plus intelligent que vous, je me suis juste un peu entraîné. Et aujourd'hui, je suis fier de réciter l'alphabet de ceux qui nous ont colonisés, qui nous ont assujettis, mais qui nous ont offert une langue qui nous permet de parler avec le monde entier, mais aussi l'alphabet de nos ancêtres qui permet à l'homme de parler au divin. C'est ça la dimension de cet alphabet. C'est le langage par lequel les hommes communiquent avec le cosmos, avec le divin. D'où la dénomination art ou science divinatoire. La racine du mot divinatoire, c'est quoi? Divin. Et on a réussi un exploit chez nous. C'est que ce qui est d'essence divine, on a réussi à nous convaincre que c'est maléfique et diabolique. Et nous sommes tombés dans le piège. Moi, je n'en suis sorti qu'il y a 11 ans. Mais je me bats pour que nous en sortions tous et que nous ayons les clés pour nous réapproprier ce savoir. Alors, on va continuer sur la diapositive suivante. Donc, nous avons un alphabet de 16 pictogrammes. Puisque nous sommes dans un système binaire, ces 16 pictogrammes, alors, on a un alphabet qui génère des mots qui se limitent à 2 pictogrammes. Il n'y a pas de mot de 3 pictogrammes dans le FA puisque c'est un système binaire. Donc, si on associe 16 pictogrammes 2 par 2, ça nous donne 16 fois 16, 256 couplets. Donc le vocabulaire du FA s'arrête à 256 idéogrammes. Quand on associe les pictogrammes 2 par 2, ça donne des idéogrammes. Alors, revenons à la diapositive suivante. Le Fa se lit de droite à gauche. Vous voyez le signe qui est à ma droite? C'est 1 en haut et 3 fois 2 en bas. C'est le 7, Abla. Et à votre gauche, c'est son jumeau qui est le retourné, justement inversé, et c'est Aklan. Donc, je porte sur ma chemise l'idéogramme Abla, Aklan. La combinaison 7, 8. Et vous voyez la parfaite symétrie de couple, c'est la symétrie. Vous voyez même que jusque dans la dimension graphique, ça parle. C'est la dualité qui se manifeste. Excusez-moi, je vais couper mon portable parce que j'ai oublié de l'éteindre et je l'entends sonner. Une petite seconde, s'il vous plaît. Voilà. Toutes les excuses. Donc, c'est pour dire que c'est un alphabet, ça parle. Quand on connaît le code, on sait de quoi ça parle. Revenons à la diapositive suivante. Donc, 16 x 16, 256. Et nos devins utilisent un instrument que moi je trouve ingénieux, depuis que j'ai compris de quoi il retourne, mais que je prenais pour un instrument archaïque autrefois. C'est le chapelet divinatoire, mais je n'aime pas beaucoup ce mot parce qu'il ne correspond pas à la réalité. Moi je l'appelle l'idéographe, parce que c'est l'instrument qui sert à afficher des idéogrammes. Les 256 couplets, voilà leur écran d'affichage dans la pratique divinatoire. Le devin utilise ce chapelet, cet idéographe, en le tenant par le milieu,
Je pense que depuis que vous êtes arrivé, est-ce que vous avez eu l'occasion d'être en contact avec ce savoir? Oui, oui. On l'a vu, certains l'ont vu. Bref, vos devins utilisent cet instrument pour la divination, ils en utilisent trois. Et voilà comment il fonctionne. Il le tient par le milieu et il le lance. Et quand il le lance, tout à l'heure, je crois que la batterie est en plein. Est-ce que, Deki, est-ce que tu peux faire Je continue. Alors cet instrument, si on le jette par terre, tout à l'heure on fera des essais. Il est constitué de 8 demi-coques de noix. Je vous le laisse circuler. Faites-le circuler pour voir. Donc chaque demi-coque de noix présente, comme ma main, une face creuse ou une face convexe. Deux options. Donc, chacune des branches de 4 qu'on isole affiche un des 16 pictogrammes. Donc quand le devin le jette, lui qui est entraîné beaucoup plus que moi, il lit tout de suite à clan. Si c'est celui de cette combinaison qui s'affiche, lui, en le jetant instantanément, il est entraîné, il le lit. Moi, je mets 30 secondes à déchiffrer. Vous mettrez 2 minutes, le temps d'aller voir dans le livre, etc. Mais lui, en un geste, il a lu. Donc, c'est à la fois l'ancêtre de l'écran d'affichage et c'est aussi l'ancêtre de l'octet, puisqu'il est constitué de 8 demi-coques de noix, chacune fonctionnant comme un bit. Un bit, c'est une unité d'information qui présente 2 valeurs distinctes. Et si vous allez regarder dans votre dictionnaire, on vérifiera tout à l'heure, la définition du mot octet, c'est un ensemble ou un multiplet de 8 éléments binaires. C'est exactement la description de l'octet. Sauf que la notion d'octet est apparue en Occident au milieu du 19e siècle avec l'algèbre de Boole qui préfigure l'émergence de l'informatique au milieu du 20e siècle. Donc regardez, ici, milieu du 20e siècle, l'apparition des ordinateurs, l'informatique, milieu du 19e siècle, l'algèbre de Boole, et ça nous vient d'une tradition qui remonte à l'Égypte ancienne. Vraiment, il faut des jumelles pour voir la source de ceci. 4000 ans au moins avant Jésus-Christ, nos ancêtres maîtrisaient et jouaient avec le numérique. Mais nous ne le savons pas parce que de la maternelle à l'université, on ne m'a jamais appris ça. On m'a enseigné, on m'a abruti en me faisant croire que ça c'était magnifique et diabolique. Et voilà, je découvre par ma curiosité l'ancêtre de l'informatique, l'ancêtre de l'écran d'affichage, et c'est l'instrument qu'utilise Dodo. Est-ce que nos ancêtres ne méritent pas qu'on les applaudisse? Ils avaient du génie, mais on nous a convaincus qu'ils ne nous ont rien légué de valable, de bon, et qu'il fallait aller chercher le savoir chez les autres. Et nous sommes tombés dans le piège. Il est temps d'en sortir. Je crois que c'est Aimé Césaire qui a dit « l'heure de nous-mêmes a sonné ». Je crois qu'il est temps. Donc, les 256 idéogrammes portent des significations bien précises. Ils sont codifiés par une sorte de dictionnaire à 3 branches qui débouchent sur 3 savoirs. Mais dans notre tradition, les érudits ont ce dictionnaire, non pas sur du papier, mais dans la tête. C'est-à-dire que quand le devin jette le chapelet, il a 3 dictionnaires qui s'ouvrent. Dans l'éthique et la littérature, dans l'art divinatoire et dans la pharmacopée et l'écologie. Donc, vous imaginez que la masse de connaissances que nos devins ont emmagasinées pour pouvoir nous faire cette prestation, quand vous allez consulter le FA à travers le devin, vous sollicitez quelqu'un qui a 3 dictionnaires encyclopédiques dans la tête. Diapositive suivante. Alors, avant de poursuivre mes explications sur la base binaire du FA, maintenant que nous avons les rudiments, nous allons faire une incursion dans la sagesse par approche numérologique. Le Fa, c'est 2 signes, pris dans un alphabet de 16. Prenons la date du jour où nous sommes. Nous sommes le 7 janvier, 7e jour du premier mois. Regardons ce que nous donne la combinaison 7-1 dans la sagesse du Fa. C'est Abla, oui. Et voilà le poème qui illustre la sagesse associée à cet idéogramme. Ça nous fait venir déjà dans un des 3 thèmes que nous avons développés tout à l'heure dans l'exploration de la sagesse, c'est l'éthique de la gouvernance. Si mener les hommes interdit toute négligence,
Tout leader devrait exhiber mesure et vigilance. Les contraintes du leadership. Au leader s'imposent les vertus et exigences. Au roi, magnanimité, générosité et tempérance. Quant aux conseillers, loyauté et non-complaisance. Sinon, d'imparables sanctions menacent leur existence. Est-ce que ça a du sens à vos yeux? Oui, bien sûr. La responsabilité du leader est celle de ses conseillers. Loyauté et non-complaisance. Quand les conseillers commencent à devenir complaisants, ils mènent le chef à la dérive et à se déconnecter du peuple qu'il est censé guider. Voilà la sagesse associée au signe qui correspond à la date d'aujourd'hui. 7 janvier, 7e jour du premier mois. Abla, oui. Abla, c'est celui-ci. Oui, c'est 4 fois 1. Deuxième illustration par approche numérologique. Vous êtes venu début janvier, je ne crois pas que ce soit par hasard. C'est pour assister aux festivités du 10 janvier. Si on fait l'approche numérologique à partir de la date du 10 janvier, qu'est-ce que ça nous donne? Là, c'est ça, oui. Le 10e pictogramme, c'est ça. Le premier, c'est toujours oui. Et voici la sagesse de ça, oui. Vigilance et prospection salutaire. Les troubles surviennent en série, sans logique, lorsque s'ébranlent les forces maléfiques. Ainsi, même l'incident le plus anodin peut être l'œuvre d'un esprit malin. Et c'est pour éviter de fâcheuses débats que par ici, dans nos contrées, dans le golfe du Bénin, on sollicite l'éclairage de l'orage. Donc c'est la promotion du phare qui nous apparaît à travers l'enseignement lié à ça, oui, qui correspond à la date du 10 janvier. Est-ce que vous avez entendu quelque chose de diabolique, de maléfique depuis que nous échangeons? C'est de la sagesse, c'est du savoir universel. Continuons donc, revenons à nos moutons en quelque sorte, diapositive suivante. Et voilà donc. Nous avons au départ deux signes, 1 et 2, alignés par série verticale de 4, qui génèrent 2 puissance 4 égale 16 pictogrammes. Les 16 pictogrammes associés 2 par 2 donnent 256 idéogrammes et qui sont la base commune de 3 sciences. La science éthique, là c'est la dimension littéraire, philosophique et éducative du phare. C'est la dimension exotérique. Elle est accessible à tout le monde. On n'est pas obligé d'être initié pour explorer cette dimension. Mais les deux autres dimensions, je les ai mises en grisé exprès pour vous indiquer que celle-là relève de la dimension initiative. Il faut aller à une école spécifique qui est très exigeante, qui demande du temps, parce qu'il faut assimiler les 3 dictionnaires. Un qui relève de la science cosmologique, l'art de la divination, de la spiritualité, et enfin la dimension écologique et thérapeutique, que j'appelle la science écothérapeutique, c'est-à-dire l'écologie, le respect des lois de la nature pour vivre en harmonie avec la création dans laquelle Dieu nous a installés. Et aussi la connaissance des ressources de la nature pour soigner et guérir les maux humains, particulièrement la pharmacopée, la connaissance des plantes. Donc, le Fa est l'ancêtre de la médecine, le Fa est l'ancêtre de la pharmacie, le Fa est l'ancêtre de l'astrologie, des arts divinatoires, le Fa est l'ancêtre de la sagesse et des sciences de l'éducation. Mais on ne nous a jamais dit cela à l'école. On nous a dit ces choses-là, il faut s'en éloigner. Voilà comment on nous a déracinés. Donc, imaginez que la règle soit un arbre, bien enraciné dans le sol. Imaginez que ce soit un cocotier, avec des palmes et des noix de coco. Si on enlève les palmes, les noix de coco, qu'est-ce qui fait que 3 mois après, tout repousse? Ce sont les racines. Quand il y a un orage, moi je suis obligé d'aller me cacher. L'arbre tombe, mais il ne rompt pas. Qu'est-ce qui le fait tenir? Ce sont ses racines. Nous, nos racines, c'est quoi? Notre langue, notre histoire et notre culture. Et notre école nous en déconnecte. En tout cas, l'école coloniale, telle que nous la pratiquons jusqu'aujourd'hui, est une fabuleuse machine à déraciner l'enfant africain. Et nous continuons. Jusqu'aujourd'hui, dans l'école béninoise, on n'enseigne pas. On n'apprend pas à écrire et à lire nos langues. On nous enseigne des mensonges sur notre histoire et on ne nous enseigne pas les rudiments de notre culture. Voilà les États qui se prétendent indépendants. Mais on est toujours comme ça. Donc voilà la description des 3 dimensions du phare. Et maintenant,
puisque ceci relève de l'initiation et que je ne suis pas un devin, je ne suis pas un initié, je vous décris ces aspects et je ne les maîtrise pas. En revanche, depuis 10 ans, je me suis appliqué à maîtriser la dimension éthique. Et c'est dans cette dimension que nous allons naviguer dans le deuxième chapitre de mon exposé, diapositive suivante. Non. Ah oui, pardon. Avant d'aborder le deuxième chapitre. C'est un peu la conclusion du premier chapitre. Je vous laisse lire. Dans le troisième point, quand je parle de nos frères déportés vers d'autres rivages, c'est vous, frères. Le Brésil valorise cette science. Haïti, Cuba et même le Venezuela valorisent cette science. Le Nigeria voisin enseigne cette science de la maternelle à l'université. Nous, le Bénin et le Togo, nous sommes les derniers parmi les détenteurs de cet héritage à continuer de le diaboliser et de le renier. Voilà un paradoxe qui est d'autant plus choquant que même l'UNESCO, la communauté scientifique internationale, a reconnu la valeur de ce patrimoine, puisque l'IFA, le système IFA est inscrit sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité depuis 2005. Donc, la communauté scientifique internationale, des pays comme le Nigeria voisin, Cuba, Brésil, Haïti, Venezuela, valorisent ce patrimoine. Et j'ai tendance à dire, mais ne le dites à personne en dehors d'ici, nous sommes les derniers bouillons de la terre à diaboliser ça. Ne le répétez pas. Voilà. Et je propose la question, ici au Bénin, on diabolise encore les femmes, je me demande pourquoi. Diapositive suivante. Voilà. Là, nous allons faire une petite pause, nous abordons le deuxième chapitre. Donc, nous venons de finir avec les explications sur la logique binaire qui structure le système humain. Est-ce que vous avez des questions à poser par rapport à cette première partie? Il y a des choses qui vous paraissent obscures, que vous avez besoin que je précise? On peut continuer? Alors, nous continuons. Et là, nous allons naviguer dans la sagesse par approche thématique. Nous allons faire 3 thèmes. Le savoir-être, la fraternité et l'éthique de la gouvernance. Je ne sais plus si j'ai bien respecté l'ordre. En tout cas, ce sont les 3 thèmes. Nous commençons par le savoir-être. C'est la sagesse de l'idéogramme Losso Aklan qui enseigne l'éthique de la parole. On nous a tous appris à l'école que, et en famille, il faut tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler pour ne pas heurter, pour ne pas créer de problèmes, pour ne pas frustrer quelqu'un, pour ne pas énerver quelqu'un. Et voilà comment nos ancêtres enseignent l'éthique de la parole. La parole n'étant pas visqueuse comme la lave, si tu l'avales, ce n'est absolument pas grave. Quand la parole n'est pas plus belle que le silence, mieux vaut se taire que de causer des nuisances. Quand inconsidérément tu la craches, provoquant de bien vilaines tâches, sais-tu ce que ainsi tu gâches? Mensonge, médisance, jalousie et calomnie, mieux vaut se taire que de cracher des vilaies. Est-ce que ce n'est pas un peu plus explicite que de tourner 7 fois sa langue dans sa bouche? Vous voyez le génie de nos ancêtres? Continuons. Diapositive suivante. Toujours sur le thème du savoir-être, l'humilité, vertu des puissants. Vous allez voir à travers cet enseignement comment nos ancêtres faisaient du biomimétisme avant même que les Occidentaux ne conçoivent la notion de biomimétisme. Ils s'inspirent de la nature pour en tirer des enseignements. Imaginez que je suis à la plage, en train de méditer devant la mer, et je me mets par précaution à l'endroit où les vagues se transforment en écume, et j'assiste au flux et au reflux de la mer. Et je contemple et je médite. Si la mer se déchaîne en cas de tsunami, qu'est-ce qu'elle fait de moi? Elle me projette comme un caillou contre le mur, et c'est mon cadavre qu'elle est capable d'entraîner, mais en moins de temps qu'il ne faut pour le pied, sur des centaines de mètres. Et malgré cette puissance destructrice, elle est capable de venir se prosterner à mes pieds comme pour me vénérer. Voilà l'image poétique que nos ancêtres ont prise pour enseigner humilité, vertu des puissants. La mer a beau être puissante, elle est humble. C'est très beau. L'océan, fort de sa toute-puissance et de son impressionnante immensité, qui virevolte, gronde, déferle avec violence pour venir s'incliner à tes pieds avec humilité,
te prouve qu'en dépit de ton insignifiance, il respecte en toi une part de divinité. Et la morale vient à la faire en grand. Quelle que soit ta force, agis pour la paix avec tempérance. Humain, homme ou femme, qui que tu sois, avec conscience, pratique, l'équité, la justice. J'ai fait ma première conférence sur le phare le 10 mars 2012. Adebayor était déjà à mes côtés. Ça fait 8 ans que nous cheminons ensemble. J'avais sollicité la troupe de conteurs dont il fait partie pour faire les illustrations des contes. Et à la fin de cette prestation, j'ai payé le cachet à la troupe. Adebayor a quitté son groupe, il est revenu me voir en me disant: tonton, ce que vous faites me plaît. J'ai envie de vous servir et de servir cette cause. Qu'il y ait caché ou pas, si vous avez besoin de moi, faites-moi appel. Et ça fait 8 ans que nous cheminons ensemble. Bravo. Merci de l'avoir remercié pour moi. Eh bien, voilà, je continue ma mission de partage. On va continuer, diapositive suivante, toujours sur le thème du savoir-être, la maîtrise de soi. Pour vivre en société, est-ce qu'il faut être impulsif? Il faut être hargneux? Non. Et nos ancêtres nous recommandent la maîtrise de soi de cette manière. Sachant dominer ces nocives pulsions qui font dire et agir par humeur ou réaction. Car on peut provoquer banalement l'irréparable si notre attitude n'est pas juste et impeccable. Voilà la maîtrise de soi selon le phare. C'est le signe Beloso, combinaison 1-5. Diapositive suivante. Diapositive suivante. Ah, alors, là nous allons aborder un enseignement qui prend exemple sur le corps humain. Je vous avais parlé de biomimétisme tout à l'heure. Mais cet enseignement illustre un des 3 mots-clés de la devise nationale du Bénin. La devise nationale du Bénin, c'est fraternité, justice, travail. Le dernier mot, travail. Nos ancêtres, pour enseigner le goût du travail, l'effort et la persévérance, ont pris exemple sur nos sens. Nous avons 5 sens. L'ouïe, l'odorat, l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût et le toucher. Mais quand nous dormons, il y en a 4 qui sont au repos et un infatigable qui est à la tâche. Tant qu'il y a de la vie, le nez peut-il cesser de respirer? Quand tout le corps prendra du repos, le nez, lui, continuera toujours sa besogne bénéfique. Mais Adebayor, pourquoi en est-il ainsi? Avant qu'il ne vienne dans ce monde, le destin a indiqué aux jambes et aux bras ce qu'ils doivent faire. Ainsi en fut-il pour les oreilles, pour la bouche, pour les yeux et pour chaque partie du corps. Mais quand vint le tour du nez lié au poumon et au cœur pour assurer une fonction vitale, l'Ososa apparut en proclamant: puisqu'en ce monde jamais le nez ne se repose, me voici venu pour toujours défendre sa cause. Alors celui pour qui l'Ososa apparaît n'aura jamais de répit dans sa vie, car à l'image du nez, il sera en activité jour et nuit. La marche ou la course, l'activité ou le repos, l'éveil ou le sommeil, le jour ou la nuit. Aucune situation de la vie ne permet au nez de se reposer, accomplissant sans cesse sa besogne vitale d'inspiration et d'expiration. Ainsi, quand tout le corps prendra du repos, le nez lui fera toujours sa besogne bénéfique. Alors, prenez garde. Si grisante soit-elle, la fortune obtenue sans mérite est illégitime et maléfique. Retenons donc cette leçon de persévérance. De tous les organes servant les sens, le nez seul est interdit de somnolence. Le salut et le réconfort sont au bout de l'effort. Investi d'un rôle vital, comme l'appendice olfactif, nous sommes condamnés à rester vigilants et toujours actifs. Le salut et le réconfort sont au bout de l'effort. Et puisque le salut nous impose d'être travailleurs, que la persévérance ne nous fasse donc jamais peur. On n'accède au vrai bonheur qu'à l'épreuve salutaire du labeur. C'était le Sosa. Merci. Haché, là on est là. Voici le poème que vous pouvez photographier.
Super. On attend quelques secondes si vous avez envie de fixer. Le salut et le réconfort. On ne peut pas enseigner ça aux enfants au primaire, ça déjà. Voilà les ressources éducationnelles dont on se prive. Simplement parce qu'on a été abrutis. C'est là à notre disposition. Mais dès qu'on est là, il faut qu'on brise ce mur de l'ignorance et du mépris et qu'on se réapproprie notre héritage parce que nos ancêtres nous ont légué de véritables trésors. On peut continuer. Diapositive suivante. On est toujours sur le thème du savoir-être. Destin ou plaisir. Ça parle aux jeunes. Jeune homme, pour ta croissance et ta maturation, t'abandonnerais-tu à l'insouciance et à l'excitation? Ou dois-tu recourir à une consciente attention? Tes plaisirs peuvent te mener dans le pétrin si tu ne sais pas réfréner à temps tes instincts et que tu t'entêtes à contrarier le destin. Qu'est-ce qu'on dit à nos jeunes aujourd'hui? Sortez couverts. Ne soyez pas imprudents. Ne compromettez pas votre avenir sur une simple pulsion d'un moment. Voilà ce que IFA nous dit. Diapositive suivante. Toujours sur le thème du savoir-être, et là, ça parle au couple. Et c'est le poème que vous avez sur les petites cartes. Habla Akon. Je ne m'attarde pas dessus puisque vous l'avez déjà. On continue. Diapositive suivante. Et là, alors, nous allons aborder le thème de la fraternité. Tout à l'heure, nous avons fait un voyage en Asie, en Corée. Cette fois-ci, nous allons faire un voyage ethnologique en Afrique du Sud pour découvrir comment un ethnologue anglais découvre les vertus de l'Ubuntu auprès du peuple Xhosa, l'ethnie du célèbre Nelson Mandela. Et l'histoire raconte que l'ethnologue propose un jeu à un groupe d'enfants dont il observe les attitudes. Il offre un panier de fruits au premier qui atteindra un arbre qu'il indique à une certaine distance. Au signal, les enfants se prennent par la main, marchent lentement jusqu'à l'arbre et le touchent au même instant en s'exclamant « Ubuntu ». Puis ils reviennent en courant joyeux pour recueillir la récompense à partager. Surpris, l'ethnologue leur demande pourquoi ils ont agi ainsi et au plus grand du groupe de répondre « Ubuntu ». Comment pourrait-on être seul, heureux et laisser les autres tristes? Et l'ethnologue lui demandait, mais que signifie Ubuntu? Je suis parce que nous sommes. Voilà ce voyage ethnologique en Afrique du Sud pour nous ramener encore à IFA à travers le thème de la solidarité, de la solidaire fraternité. Et si la bouche se nourrit de ce que le bras produit, y a-t-il un motif de conflit? Alors comme un corps, une famille, une communauté, une institution doit se fonder sur l'interdépendance dans la diversité, sur la complémentarité soutenue par la solidarité qu'aucune querelle ne doit longtemps agiter. Merci. Je vous en prie. Je vous laisse passer pour ceux qui s'intéressent. Le poème de la solidaire fraternité, c'est Bouddha Woli, la combinaison 9-3. Et toujours sur le thème de la fraternité, diapositive suivante. Attends, vous avez fini? Oui. Non, nous n'avons pas dit. Alors, donnez-moi le top. Nous avons terminé. C'est bon? Quand tu as donné, c'est nous. Elle est dans l'Ubuntu. La fraternité salutaire. Je crois pas. Et là, c'est le clé qui inclut les têtes, la combinaison 2-13. Pour vivre en paix sur cette terre, faut-il se quereller ou agir en frère? La vie n'étant qu'une aventure précaire, pourquoi s'épuiser à se créer des misères? Vraiment. Est-ce que ce n'est pas beau, universel et constructif ce que nous venons de parler? Voilà deux enseignements sur le thème de la fraternité. Et maintenant, nous allons revenir au thème de l'éthique de la gouvernance que nous avions déjà abordé dans le premier chapitre sur l'approche idéologique à partir de la date de ce jour. Trois enseignements sur l'éthique de la gouvernance. La sagesse de Québec, combinaison 1-13, nous enseigne et enseigne
au leader de combattre la discorde. Il n'a vraiment pas son pareil, le bon roi averti qui, vigilant, veille sur la cohésion des amis et des familles, afin que discorde et maladie ne les éparpillent. Un chef doit être un rassembleur. C'est le bon père de famille qui fait en